continue ma petite causerie sur la langue anglaise. Prenons par exemple deux mots qui sont très utilisés en anglais, comme fact. It's a fact. Alors bon, it's a fact. Mais ces Anglais ne savent pas quel est le verbe qui est derrière fact. Ils ne savent pas que c'est le verbe. En français, quand on dit c'est un fait, on sait qu'on a le verbe faire. En anglais, c'est comme ça. Ils ont même le mot efficient, qui aussi a un rapport avec la notion de faire, mais ils n'ont pas le verbe de base, ce que j'appelle le mot racine. Dans ma précédente vidéo, sur ce sujet, j'ai parlé de mots racine. Dans une langue normale, la racine est connue, et tout ce qui dérive de la racine est connu. C'est intéressant parce que le mot racine est un mot qui évidemment est ambivalent. Il y a les racines au niveau linguistique, mais il y a plus globalement les racines sur le plan psychologique, sur le plan anthropologique. Donc, le fait que les anglophones ne puissent pas remonter à leurs racines, ou ne puissent pas partir de leurs racines pour aller vers leur développement, c'est quand même un problème philosophique intéressant. Ils ont un problème de radicalité, ils ont un problème avec les racines, ils ont un décalage entre la racine et son développement, dans la mesure où le développement est français et la racine est anglaise. On l'a vu tout à l'heure avec life et survive. Bon. Alors pour le mot acte, c'est un peu la même chose. Acte, ils ont, c'est un mot qui veut dire aussi agir, qui vient du mot français agir, qui donne action. Alors ils ont effectivement le mot action, ils ont le mot acte, mais quand il s'agit de dire j'agis, ils ne diront pas I act. Ils vont dire I do, I make, je ne dis pas, je ne sais pas comment ils disent, enfin peu importe. Mais là aussi, voyez-vous, il y a ce décalage en permanence entre le mot racine et ses développements. Et donc ces anglophones génèrent chez ceux qui apprennent sa langue, qui parlent cette langue, un problème avec les racines. Ça peut être subconscient, mais quelque part, le rapport entre la racine et ses développements ultérieurs n'est pas intégré dans l'apprentissage, dans le processus même mental de la langue anglaise. Et ça, je trouve tout à fait inquiétant. En allemand, on a, comme vous le savez, beaucoup de mots français qui sont également empruntés, mais ça ne prend pas les mêmes proportions, disons. Ça ne prend pas les mêmes proportions. Alors, je rappelle aussi, en passant, que la langue anglaise, puisque nous parlons des verbes, la langue anglaise distingue alors les verbes, il faut qu'on dit forts ou irréguliers, qui sont le plus souvent des verbes germaniques, et des verbes réguliers qui sont des verbes français. C'est extraordinaire aussi. Deux conjugaisons différentes. Alors, les verbes irréguliers n'ont pas de suffixe. I know, I knew, donc il n'y a pas de suffixe, c'est simplement un changement de la voyelle au niveau même du radical, ce qui vous fait penser à l'hébreu d'une certaine manière, c'est-à-dire cette façon de transformer non pas le mot par son suffixe, mais par les voyelles du radical. Bon. Et donc tous les mots qui sont formés avec ED sont des mots français, à très peu de choses près. Donc dès qu'un mot a un prétérite ou un passé en D, on sait que c'est un mot français à 90% des cas. Un seul exemple qui est mal connu, c'est par exemple le mot wanted. Pourquoi wanted est construit avec ED, alors qu'on ne voit pas très bien la racine latine, mais à mon avis, c'est également une racine latine. Probablement, comme beaucoup de mots en anglais qui commencent par un W, c'est un mot qui doit exister qui a dû exister avec une forme GU devant. Bon, je n'ai pas fait de recherche dans ce sens-là. Mais d'une manière générale, c'est comme ça, n'est-ce pas? Donc, voilà encore une langue qui, sur le plan de sa structure grammaticale, est clivée.
Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a dans la culture anglo-saxonne l'idée de deux partis politiques. Voilà. Les démocrates et les républicains chez les Américains, et les conservateurs et les travaillistes chez les Anglais. Bon. Et on verrait qu'en France aussi, on a quelque part ce clivage. Enfin, je ne pense pas qu'il soit aussi marqué pour toutes sortes de raisons. Et on a donc deux registres. Alors ça, en revanche, on le trouve également en allemand. En allemand aussi, on a d'un côté les verbes qui sont des verbes qui se conjuguent avec au passé le préfixe GE, le G c'est quelque part, gebrochen, gesprochen, etc. Alors que les verbes d'origine française ne portent jamais le GE en préfixe. Demonstriert, es war demonstriert, il n'y a pas de G démonstriert. En revanche, chez les Néerlandais, ils ont le GE, même devant les mots français. Mais la forme IEREN ou IERET en allemand est typiquement française. Hein. Quand ils appelaient d'ailleurs les alliés, ils disaient die Alliierten. Mais de toute façon, marschieren, marschiert. Donc, ouais, oui, alors eux, par contre, ils sont apparemment, ils travaillent sur la forme ieren, qui est curieusement une forme qui ressemble plutôt à la deuxième conjugaison française en ir, comme finir, bâtir, etc. Bon, peu importe. En tout cas, en allemand, quand un mot se termine en ieren, IEREN, c'est toujours un mot français. Et ça n'est jamais un mot anglais, allemand. Donc voilà une langue, voilà donc un monde germanique qui est quand même assez, parce qu'il y a beaucoup de mots français également en néerlandais, soit dit en passant, un monde germanique qui est très très sinistré. Hein. La famille germanique est une langue qui n'a pas pu se développer normalement, qui a été colonisée par le français comme fer de lance de la langue du monde latin. Et finalement, ce sont des langues qui sont sinistrées et qui sont corrompues. Voilà. Il faut le dire faut le dire clairement. Le monde germanique est un monde, le monde du nord de l'Europe, de manière générale, est un monde latinisé, colonisé, et les langues ont emprunté énormément et massivement au monde latin, et elles ont perpétué l'empreinte de cette influence jusqu'à ce jour.